Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, l'avenir politique des Foscori pour un Bénin émergent, FCBE. L'Alliance a connu la démission de 15 de ses députés récemment. Que vaut-elle désormais? On le saura grâce à Mori Agua. 15h, heure de Paris, c'est l'heure de toutes les attentes. C'est à ce moment que devrait intervenir l'annonce de la composition du gouvernement de France. Cette annonce prévue pour hier a été repoussée de quelques heures. Dernier jour de la campagne de la présidentielle iranienne ce mercredi, les 6 candidats en lice ont encore quelques heures pour séduire leurs électeurs avant le scrutin de ce vendredi. C'était l'une des actualités phares de ces derniers jours, la démission de 15 députés de l'Alliance politique FCBE, Foscori pour un Bénin émergent. Ces députés, vous le savez, font désormais partie du bloc de la majorité parlementaire, groupe formé récemment au Parlement. Cette démission peut avoir quelles conséquences sur l'Alliance FCBE? Quel avenir pour cette alliance et quel impact sur la politique béninoise? Réponse dans ce sujet de Mori Agua et Denis Maroya. L'Alliance politique Foscori pour un Bénin émergent a connu la démission de 15 députés au profit du bloc de la majorité parlementaire. Ce repositionnement politique aura-t-il un impact sur l'avenir de l'Alliance FCBE? Pour Francis Laleye, il n'y a pas de fait nouveau. Ce n'est pas nouveau parce qu'il y avait une alliance Sosogro, une grande alliance Sosogro, et qui est restée avec le moment avant de se disloquer. Une partie de cette alliance s'est retrouvée dans ce qui s'est appelé dans la Renaissance du Bénin après. Et vous avez vu le nombre de gens qui avaient la Renaissance du Bénin tant qu'elle était au pouvoir. Donc ça, je le dis au passage, c'est déjà symptomatique des groupes politiques qui se forment pendant la gestion du pouvoir. Je trouve un peu miraculeux que la FCBE ait pu tenir jusqu'à présent, ne serait-ce qu'au niveau, même si la coquille s'est beaucoup vidée de sa substance. Mais la coquille est restée quand même avec l'illusion qu'on avait quand même un certain nombre de gens qui continuaient dont le cœur continuait à battre pour le FCBE. Selon ce militant FCBE, la survie de l'Alliance dépendra des stratégies à mettre en place par ses responsables politiques. Les coordonnateurs, les dirigeants, tout le staff de FCBE, qu'est-ce qu'ils font pour faire vivre ce mouvement-là? Qu'est-ce qu'ils font pour faire revivre ou pour animer ce regroupement-là? C'est tout doucement, tel que nous le constatons là, que ce regroupement-là va s'éclater. À part les quelques agissements des quartistes du régime, les Badamassi, les Arif Bako, les Kassa, à part leurs quelques agissements qui suscitent des commentaires, qui font que les gens se rappellent encore de FCBE, il n'y a plus rien. L'appellation de ce regroupement de 59 députés est inédite, dira le politologue Francis Laleye. Bloc de la majorité parlementaire, pourquoi pas bloc de la majorité présidentielle? Je ne suis pas sûr que le choix du mot parlementaire pour qualifier cette majorité au lieu de présidentielle, je ne suis pas sûr que ce choix-là soit fortuit et qu'il soit dû au hasard. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a une logique derrière. Parce que il y a des différences sémantiques, mais qui peuvent devenir des différences politiques. Pour le moment, pour moi, bloc de la majorité parlementaire, ça veut dire que c'est une majorité qui est autonome. Elle peut coïncider avec la majorité présidentielle, comme c'est le cas en ce moment, mais elle peut, tout en restant la majorité parlementaire, ne plus coïncider à un moment donné. Donc, ce sera en fonction de sa propre stratégie, en fonction de ses intérêts. Ces regroupements ne favoriseraient-ils pas la mise en place de l'opposition? Ceux qui ne se retrouvent pas en phase avec le pouvoir aujourd'hui, qui se retrouvent dans l'opposition, soit parce qu'ils l'ont choisi délibérément, soit aussi parce qu'il faut le dire, parce que depuis le vote le vote contre la révision de la Constitution, au compte la prise en considération donc de la loi portant révision de la Constitution, depuis ce vote-là, je pense qu'au niveau de la majorité parlementaire, les choses n'ont probablement pas été très bien négociées parce que
j'entendais, moi, parmi ceux qui ont voté contre, des gens dire non, on a voté contre, ça ne veut pas dire qu'on est contre le président. Et les autres qui disaient en substance, mais non, ou vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, etc. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on a ceux qui se sont retrouvés volontairement, spontanément dans l'opposition, et on a ceux qui se retrouvent aussi contraints aujourd'hui parce que on ne veut plus de l'autre côté. Donc, quelle va être la stratégie de l'opposition? Je pense que ça va être important à suivre. La classe politique béninoise n'aurait-elle donc pas fini de révéler son vrai visage au peuple? La suite des bouleversements politiques nous le révélera sûrement. C'est un fait rare sous la 5e République en France. Emmanuel Macron, président de la République, issu de la gauche, a choisi un homme de la droite pour former un tandem au sommet de l'État. Le choix d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre est tout sauf fortuit. Quels enseignements? Question pour Frive Serplan et Damien Pedro. L'événement est inédit en France sous la 5e République, un Premier ministre de la droite nommé par un président issu de gauche. Le chef d'État français Emmanuel Macron a osé le faire. Édouard Philippe, homme de la droite, député maire Les Républicains et jupéiste, est désormais son Premier ministre. Une décision incomprise à gauche. À droite, le secrétaire général de Les Républicains parle d'une décision individuelle et non d'un accord politique. Pour James William Baguidi, enseignant en histoire des relations internationales et journaliste, cette manœuvre a un objectif bien précis. Il faut y voir un objectif qui est très politique. Le président Emmanuel Macron, dans sa marche vers le pouvoir, a réussi un pari qui est un peu fou. C'est celui de démanteler la gauche. On a vu un Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste, arriver avec à peine 6% des suffrages au cours du premier tour de l'élection présidentielle. On a vu l'extrême gauche monter énormément, mais dans le même temps, on a vu que les autres forces de gauche qui habituellement accompagnaient le Parti socialiste ont pratiquement disparu de l'échiquier politique. Maintenant, il lui reste à gagner les élections législatives d'ici un mois. Et pour gagner ces élections législatives, Emmanuel Macron a besoin de faire la synthèse, encore une fois, entre la gauche et la droite. Et le meilleur moyen qu'il a trouvé, je pense que c'est le moyen le plus intelligent, c'est de se servir d'un homme de droite, en l'occurrence Édouard Philippe, qu'il a nommé Premier ministre, qui désormais donc sera opposé très ouvertement aux autres candidats de la droite, qui va même utiliser ou inviter des personnalités de droite à le rejoindre dans cette gouvernance de la France qu'il va impulser aux côtés de Emmanuel Macron. C'est un pari qui est risqué, mais c'est un pari quand même assez intelligent. Avec cette cohabitation au sein de l'exécutif français, quelle gouvernance peut-on observer en France? Il ne s'agit pas pour Édouard Philippe de venir imposer une gouvernance à la France, puisque ce n'est pas lui qui a été élu. Celui qui a été élu, c'est Emmanuel Macron, c'est lui qui décide de la politique qu'il va mettre en œuvre. Il veut mettre en œuvre une politique de centre-gauche, et dans cette idée, il ne reviendra pas à Philippe d'essayer de changer la donne. Forcément, en tant qu'homme de droite qui continue de se revendiquer homme de droite, il aura des propositions. Mais je pense que le programme d'Emmanuel Macron est un programme qui est très clairement un programme qui va un peu vers la droite, qui, dans certains de ces aspects-là, était totalement inacceptable pour les forces de gauche. On l'a vu avec les frondeurs quand il était encore ministre des Finances. Et donc, dans cette idée, le Premier ministre peut parfaitement se retrouver intégré et accompagner ce programme, comme il peut ne plus être là d'ici les élections législatives, parce que si jamais Édouard Philippe n'emporte pas les élections dans son propre fief, dans sa propre circonscription, il est très peu probable qu'il soit maintenu au poste de Premier ministre à l'issue de ces élections. La nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre de la France vient fissurer davantage la gauche et la droite. Et même si les différents partis de ces mouvements essaient de se réformer, les élections législatives risquent de porter un coup fatal au clivage gauche-droite avec un Emmanuel Macron qui s'illustre en un requin politique. Et pour être complet au sujet de l'actualité de la France, ajoutons que c'est cet après-midi qu'on devrait finalement connaître la composition du nouveau gouvernement français. Cette annonce est prévue pour 15h,
de Paris. On rappelle qu'elle devait avoir lieu hier, mais a été reportée, le temps de permettre à Emmanuel Macron et Édouard Philippe de faire quelques vérifications relatives aux situations fiscales et aux éventuels conflits d'intérêts des ministrables. C'est ce que précise un communiqué de l'Élysée. La suite des informations du reste du monde dans quelques minutes. En attendant, on revient au Bénin. Droits de l'homme, Amnesty International se préoccupe davantage de la situation des défenseurs des droits humains dans le monde. À cet effet, l'organisation a lancé ce mardi une campagne en leur faveur. Son nom, Osons le courage. Elle cherche à créer un environnement plus sûr et favorable à la défense des droits humains. Voyons maintenant le lancement de cette campagne au Bénin. Lancement, vous allez l'entendre, marqué par un témoignage poignant d'un défenseur des droits humains, Carole Olaye Fréjus Fiossi. Osons le courage, c'est la nouvelle campagne lancée officiellement par Fidel Kikan, directeur de Amnesty International Bénin, qui vise la défense et la protection des défenseurs des droits humains. En effet, les attaques contre ces personnes qui œuvrent en faveur du respect des droits de l'homme et de la liberté d'expression ont atteint un niveau préoccupant dans le monde. Et c'est donc pour remédier à cette situation qu'Amnesty International, à travers 2 documents officiels intitulés « Défenseurs des droits humains menacés et les voix critiques étouffées », entend combattre les mesures prises par les plus forts pour menacer, attaquer, intimider et harceler ces hommes et femmes qui portent haut la voix des sans-voix. Au lieu d'encouragement et de facilitation, on a tendance de plus en plus, en tout cas dans la région ouest africaine, et dans des exemples précis de notre pays que je vais vous donner, on a tendance à assister à l'intolérance et à l'hostilité des pouvoirs publics. Et nous pensons qu'en lançant ces genres de campagne, pour oser le courage, nous allons oser le courage pour que jamais des lois comme ça ne viennent restreindre légalement nos libertés acquises. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs acteurs de la société civile ont fait des témoignages qui démontrent qu'au Bénin, la liberté d'expression et de défense des plus démunis n'est pas totale. J'ai reçu 8 balles. On en a retrouvé 53 dans le véhicule. J'en ai encore 2 dans le corps que je traîne depuis bientôt 4 ans. J'ai une infection à l'intérieur de l'oreille parce que les chevrotines que j'ai dans le corps se reposent sur des nerfs. Et ça me dégage de la chaleur dans le corps. Et ça me donne des picotements. Voilà ce que je subis. Parce que je suis défenseur des droits de l'homme. Parce que j'opine selon ma conviction par rapport à ce qui se passe dans le pays. Nous avons un devoir de contrôler l'argent public. C'est nos droits. Parce que nos pays sont à nous. Les biens sont à nous. Par là. Parce que ce qu'on assassine, c'est la jeunesse. Ce qu'on assassine, c'est nous et nos enfants. Ce qu'on assassine, c'est le Bénin qui ne décolle pas. À travers cette campagne Osons le courage, Amnesty International adresse aux États, aux entreprises, aux organes régionaux et internationaux de défense des droits humains des mesures et recommandations dont la mise en œuvre est un point de départ pour garantir aux défenseurs des droits humains un environnement plus sûr et plus favorable. Santé, un centre de formation professionnelle est désormais au service des acteurs de la transfusion sanguine au Bénin. À terme, il doit contribuer à une utilisation rationnelle des produits sanguins et à l'amélioration de la qualité des soins, n'est-ce pas, Laurent Tonekes? Le Bénin dispose désormais d'un centre de formation professionnelle en transfusion sanguine sous tutelle de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et du ministère de la Santé. L'Agence nationale pour la transfusion sanguine, depuis sa création en 2012, a pour mission d'assurer la disponibilité des produits sanguins de qualité et en quantité sur toute l'étendue du territoire national et en assurer l'utilisation rationnelle par un personnel qualifié et spécialisé. Mais ce personnel en nombre insuffisant est confronté à d'énormes difficultés, selon le ministre Alassane Seydou. Les actes transfusionnels sont réalisés sur la base des formations générales délivrées par les instituts de formation. Les capacités de ces agents sont à renforcer eu égard à l'impact de ce type de soins dans la vie des patients.
Malgré cette situation, l'acte transfusionnel, qui est a priori un acte médical, est habituellement délégué aux paramédicaux, étant donné les nombreuses autres responsabilités qui incombent aux médecins. Par ailleurs, les départs à la retraite sont nombreux ces dernières années, sans qu'il soit possible d'assurer une relève de qualité. Face à cette situation, il urge de renforcer durablement les capacités des paramédicaux en transfusion sanguine et d'assurer le remplacement des partants. Pour concrétiser cette volonté et en application du décret numéro 14-787 du 31 décembre 2014, le centre de formation professionnelle en transfusion sanguine est créé. Cette formation permettra au personnel de santé d'améliorer ses prestations en transfusion sanguine à travers une utilisation de plus en plus rationnelle des produits sanguins, l'amélioration de la qualité des soins et le fonctionnement efficace des comités d'hémovigilance. Durant 8 mois, des infirmiers et sages-femmes diplômés d'État, des biotechnologistes seront formés par des spécialistes en transfusion sanguine et en médecine légale, essentiellement tant en théorie qu'en pratique. La création de ce centre a été rendue possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. La première promotion de ce centre de formation professionnelle en transfusion sanguine est constituée de personnel choisi au niveau des directions départementales de la santé. Le reste de l'actualité du Bénin, nous y sommes. Le calme est de retour en Côte d'Ivoire. Après 4 jours de mutinerie, un accord entre le gouvernement ivoirien et les soldats mutins a donc été trouvé ce mardi pour mettre fin à ces agissements. Horacia Djodji. Les soldats mutins qui ont semé le trouble en Côte d'Ivoire pendant 4 jours pour le paiement de primes ont cessé leur mouvement mardi après la conclusion d'un accord permettant un retour à la normale dans les principales villes, Abidjan et Bouaké. On est content pour l'accord qui a été trouvé. Je trouve qu'on a trouvé un terrain d'entente. Nous allons rentrer en caserne. Tout est rentré en ordre. On nous a dit que tout est rentré en ordre. Donc nous aussi, on rentre en caserne. Je puis vous garantir que l'accord est acquis, que les deux parties sont consentantes et cet accord sera appliqué. Il est même déjà en cours d'application. Le contenu de l'accord n'a été révélé, mais dans l'entourage des mutins, on indiquait qu'ils avaient obtenu pleinement satisfaction. Avec le nouvel accord, les mutins toucheront tout ce qui avait été promis en janvier, a expliqué l'un d'eux sous couvert d'anonymat, avec le paiement de 5 millions de francs CFA versés tout de suite et des 2 derniers millions en juin, ce qui fera un total de 12 millions de francs CFA par soldat mutin si on ajoute les 5 millions dont chacun d'eux avait obtenu le versement. Le paiement des primes aux mutins va néanmoins peser lourdement sur le budget de l'État dans une situation déjà très tendue socialement et économiquement. Le pays, premier producteur mondial de cacao, fait face à une chute des cours de la fève et a dû recourir il y a quelques semaines à des emprunts sous la haute surveillance du Fonds monétaire international, FMI. Quant au bilan du mouvement qui a perturbé la vie économique, il est plutôt lourd. Oui, il y a eu des blessés. Pour le moment, nous en avons dénombré 9. 2 morts, peut-être 3. Il y avait un blessé qui était dans un état critique. Donc, pour le moment, je pourrais dire 2 morts et 9 blessés. Oui, le gouvernement prendra en charge les blessés et s'occupera des morts. Les soldats révoltés appartiennent essentiellement aux quelques 8400 anciens rebelles ayant soutenu le président Alassane Ouattara pendant la crise électorale de 2010-2011 et qui ont ensuite été intégrés dans l'armée. En République démocratique du Congo, RDC, le nouveau gouvernement a été investi hier au Parlement congolais dans la contestation. Auteur de cette contestation, les députés RDR, regroupement des députés du Rassemblement qui ont demandé au président de l'Assemblée nationale d'éconduire le nouveau Premier ministre Tchibala, dont il rejette la nomination qui ne serait pas conforme à l'accord du 31 décembre. Ces députés quitteront ensuite la salle au moment où Tchibala prenait la parole. Le Premier ministre a promis d'organiser les élections sans évoquer la moindre date, nous rapporte RFI. Une vague d'indignation a gagné le Mexique après le meurtre lundi d'un journaliste. Une manifestation de citoyens mardi demandait au gouvernement de l'État de Sinaloa de mieux protéger les journalistes. Quelques centaines de personnes, journalistes et citoyens, ont marché à Culiacán
pour demander au gouverneur de l'État de Sinaloa de mieux protéger les journalistes après le meurtre lundi de Javier Valdez, spécialiste reconnu du narcotrafic et pigiste pour l'AFP. Je suis certaine que cette lutte n'est pas terminée, qu'elle va se poursuivre. Je crois qu'aujourd'hui marque un tournant intéressant où nous, comme citoyens, sommes sortis des citoyens en colère parce que nous croyons que rien n'a encore été accompli. Ce que je crois, c'est que nous avons à tout le moins un paramètre de mesure. Javier Valdez, 50 ans en plein jour à Culiacán, nord-ouest du Mexique, dans l'état de Sinaloa, fief du cartel du narcotrafiquant Joaquín El Capo Guzmán, actuellement incarcéré aux États-Unis. Les autorités mexicaines se trouvaient sous pression après le meurtre de ce reporter emblématique, récompensé par plusieurs prix internationaux qui dénonçaient aussi bien les cartels de la drogue que la corruption du pouvoir. Le président Enrique Peña Nieto a condamné sur Twitter ce crime indigne, assurant avoir donné des instructions afin que le ministère de la Justice soutienne les autorités locales dans l'enquête. L'assassinat de Valdez a également suscité une vague d'indignation hors du Mexique. Le mois de mars a été particulièrement sombre, avec 3 reporters abattus et un autre blessé grièvement. Le Mexique est considéré par l'ONG Reporters sans frontières comme le 3e pays au monde le plus dangereux pour la presse, avec plus d'une centaine de professionnels tués depuis 2000. C'est aujourd'hui le dernier jour de la campagne de la présidentielle en Iran. Le scrutin est prévu pour vendredi. 6 candidats sont en liste, dont Hassan Rouhani, Ebrahim Raisi et Mostafa Mirzalim. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.